Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour cette séquence de la série Qu'en pense Patricia pour un sujet vraiment très important encore sur les lieux, donc la vibration des lieux. Alors que ce soit dans des bâtiments ou dans un lieu dans la nature comme ça, on dit que les lieux ont un taux vibratoire plus ou moins élevé. Selon toi, Patricia, quelle est l'influence de ce taux vibratoire sur notre vie au quotidien, que ce soit dans notre habitation ou sur notre lieu de travail? Comment ça influence? Alors, ça va dépendre d'une chose, c'est est-ce que chacun a ses protections ou pas aussi. Ça dépend comment l'être que nous sommes va pouvoir le gérer. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de protection énergétique, qui va quelque part comme ci, comme ça, sans vraiment avoir ce travail énergétique vraiment de son côté, le taux vibratoire du lieu va avoir une très grande influence. Si on a l'habitude d'avoir une bulle énergétique et de pouvoir gérer notre environnement, dans ce cas-là, l'influence sera moindre. Donc l'influence en question, forcément, plus le taux vibratoire va être bas, plus il va, s'il est en dessous votre propre taux vibratoire, il peut aspirer. En fait, c'est pas vraiment une question de bas, à quel niveau, quel numéro ou autre, ça va être toujours comparé à vous. D'accord. Si le taux vibratoire du lieu est plus haut que le vôtre jusqu'à une certaine limite, ça peut vous recharger. S'il est vraiment beaucoup trop haut, faut pas rester très longtemps dedans. D'ailleurs, moi je sais que j'avais lu ça et pour moi c'est juste. Si on n'a pas un taux vibratoire élevé, ne dormez pas dans une église. Parce que ça sera plutôt négatif pour vous que positif. Donc il y a vraiment cette notion-là en fait derrière de comparer le taux vibratoire du lieu, mais comme le taux vibratoire de tous ceux que l'on rencontre, avec le sien pour savoir si en fin de compte c'est quelque chose qui va nous puiser ou pas. Donc comme je disais, si on a l'habitude notre aide de gérer un minimum énergétiquement, et pour ça on n'est pas obligé d'avoir fait une tonne de stages ou autre. Moi j'ai appris que ado j'avais déjà ces capacités-là, j'avais pas fait de stage énergétique ou autre, mais dans le subtil j'avais fait mes apprentissages énergétiques. Et dans ce cas-là, en fait, votre être, il va pouvoir compenser certaines choses en dégageant des énergies. Si le taux est vraiment trop haut, il va faire comme des barrières énergétiques pour éviter que ça vous impacte. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place, vous en avez forcément conscience, et qui va faire en sorte que le taux vibratoire même du lieu ne va pas forcément trop vous impacter. Donc c'est toujours question de point de vue pour changer. Mais là, donc, on parlait, du lieu où on habite ou du lieu où on passe le plus de temps. Oui. Qu'en est-il du village ou de la ville où on habite, même de la région, même du pays? Alors, il y a une autre chose par rapport au lieu où on habite qui est très particulier. Du coup, j'ai le droit de le dire, ok. Il existe les lois de l'habitat, dans les lois universelles et dans les lois dans le subtil. Il y a toute une catégorie qui concerne les lois de l'habitat. Si c'est votre lieu de vie, ça veut dire que c'est aussi votre lieu de ressourcement. C'est le lieu qui est supposé vous protéger, où vous pouvez faire des bons dodos. Donc en fin de compte, à partir de là, ce lieu-là, normalement, il doit collaborer avec vous dans le subtil pour pouvoir vous apporter un environnement adéquat pour vous. J'ai envie de dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne vont pas encore forcément aller sur cette démarche-là dans les consciences des lieux. Alors je sais qu'on a prévu de faire une autre vidéo sur la conscience des lieux. On aura quelques petites vidéos, puis si vous avez envie de savoir d'autres choses sur les lieux, il ne faudra pas hésiter à nous le dire. Mais il y a vraiment la conscience pour moi du lieu, que ce soit un terrain, un habitat ou une ville, a une démarche à faire elle-même d'apprentissage sur son propre chemin. Donc elle a un chemin de vie, elle a tout ça. Et donc du coup, c'est pour accompagner en fin de compte les habitants qui sont dessus. Mais il arrive que certains lieux n'ont pas envie aujourd'hui d'être dans ce respect et que du coup, je sais pas, ils sont pollués énergétiquement depuis longtemps et que dans le sous-sol ou des choses qui sont imprégnées dans les murs, etc. et qu'elle ne veut pas s'en défaire et que pour vous c'est négatif. Mais il existe les lois de l'habitat et dans ce cas-là, si vous habitez un lieu, vous avez le droit de faire référence aux lois de l'habitat. Ça peut amener un changement de conscience du lieu.
C'est-à-dire que oui, on se réfère à cette loi-là pour demander à notre habitat de s'adapter. En fait, dans les lois de l'habitat, il y a vraiment le fait que c'est votre lieu de ressourcement. C'est le lieu qui est supposé vous protéger quand vous faites dodo, etc. Donc ce lieu doit pouvoir s'adapter à ça. Normalement, quand vous habitez à un endroit, dans le subtil, vous avez signé un accord pour qu'il soit votre habitat et que vous logez à l'intérieur. À un moment donné, dans ce cas-là, si ce lieu, il y a vraiment des gros problèmes et qu'il n'a pas envie de changer, parce qu'en soi, il peut le découvrir en même temps que vous, avoir envie de changer, faire ses apprentissages, etc. et pas de souci. S'il n'a pas envie de changer, dans ce cas-là, je demande, en accord avec les lois de l'univers, que les lois de l'habitat soient appliquées. Enfin, dans mon habitat, j'ai conscience que c'est un lieu dans lequel je dois me ressourcer et j'ai envie que ça aille dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, il va y avoir différents vieux joueurs qui vont venir. Alors peut-être qu'il y aura des choses plus approfondies à conscientiser, mais là je ne peux pas le dire en vidéo. Ça va dépendre des chemins de vie de chacun, de qu'est-ce qu'ils ont à conscientiser sur les lois de l'habitat, etc. Mais il y a vraiment cette démarche-là où les juges, dans ce cas-là, ils vont dire l'habitat, tu as cet apprentissage-là à faire et tout, pour qu'après ça puisse être un lieu adéquat pour la personne, évoluer avec la personne. Et du coup, on est déjà un peu dans la vidéo sur la conscience de l'habitat, c'est pas grave. et donc, d'une certaine manière, que des épurations puissent éventuellement être faites s'il y a vraiment des trucs qui sont trop bas. Et donc, ça permet au taux vibratoire, on revient sur la vibration, de pouvoir évoluer avec la personne qui y habite. Ok. Ouais, non, c'est intéressant ces lois de l'habitat. Je découvre un peu. J'avais pas trop le droit d'en parler avant. D'accord, merci. Et donc quand on est sur un lieu effectivement où on ne fait pas bien dodo par exemple, où on ne se sent pas très bien, est-ce que ça peut être dû à des phénomènes telluriques comme les réseaux, les différents réseaux Ça peut être lié à plein de choses. Je sais que là où j'habite, c'était un ancien marécage. Et que du coup il y avait des miasmes qui s'infiltraient dans les murs et du coup à l'époque où je faisais des épurations sur moi, j'allais voir une autre énergéticienne parce que c'est important des fois d'aller voir quelqu'un. Elle en revenait pas parce qu'on était dans son cabinet et puis santé, il fallait faire un soin énergétique, genre on se connecte à quelqu'un pour demander un pardon, tu vois, ou des trucs comme ça, comme j'aime bien faire. Et donc elle me dit t'as un problème avec un de tes voisins. Pardon, alors je suis en immeuble, mais ok, d'accord, il est haut ton immeuble? 3 étages. Ok, bon, alors elle va poser des questions petit à petit. C'est en dessous de toi a priori. Je suis au rez-de-chaussée. Il y a des caves ou... Non, il n'y a pas de caves. Et là, j'ai fait Et donc, en fait, là m'est revenu en mémoire que j'avais lu que dans mon quartier où j'habite, c'était des anciens marécages. Et donc du coup elle fait c'est ça, mais en fait il y a des miasmes qui remontent dans les murs de ton habitat. Donc en fait en me connectant, au lieu de me connecter à une personne précise, il fallait que je me connecte du coup au sous-sol. Fait ok, je vais faire comment, petite crise de fou rire, tu sais. Puis là j'aime bien l'image de je fais du coup je vois mon appartement et c'est comme si je voyais des grands murs qui descendaient dans le sous-sol. Et en fait c'était tout ce qui était dans le sous-sol vraiment de mon appartement directement. Et donc du coup je me suis connectée à ces énergies-là et arrivée de dire moi pour ma propre évolution, etc., j'ai besoin que les miasmes sortent du mur. Donc du coup, tu vois, je vais pas dire toute la phrase parce que c'est pas forcément juste en vidéo, mais vraiment leur demander avec respect de sortir, que moi ça fait partie de mon chemin de continuer à évoluer et que là ils m'empêchaient d'évoluer. Et donc du coup, mais on a senti une énergie qui montait très fortement. Et donc du coup on était dans son cabinet à plusieurs kilomètres, tu vois. Et elle me dit je suis curieuse, tu me diras quand je me suis garée devant chez moi, j'ai vu une différence. Et même encore aujourd'hui, je pose la main du côté du mur où il y a ma porte d'entrée, j'ai une sensation de légèreté dans le mur. Je pose, c'était plus flagrant à l'époque, sur le mur par rapport à l'appartement voisin, c'était plus lourd. C'est très subtil comme sensation, mais du coup là j'ai dégagé des miasmes qui étaient dans le mur et je n'en avais pas forcément conscience, j'ai eu besoin de quelqu'un d'autre pour le comprendre. Mais ces miasmes étaient dans le sous-sol en fait. Ils étaient dans le sous-sol et ils remontaient dans les murs. Et donc du coup ils m'empêchaient d'augmenter moi par rapport à ma propre évolution, mon taux vibratoire, etc.
Alors on n'entend pas souvent parler des miasmes, mais souvent on entend parler des réseaux souterrains. Il peut y avoir des réseaux souterrains, comme il peut y avoir des réseaux d'eau où c'est pas forcément bon pour la personne que ça soit sous le lit, et encore. Ça va dépendre de quelles sont les caractéristiques de la personne et ça va dépendre de tellement de choses en fait que c'est assez compliqué. Ça peut dépendre aussi de qu'est-ce qu'elle travaille à ce moment-là en fait. Il peut y avoir, oui, on parle de plusieurs. Alors moi je connais pas trop les noms des réseaux parce que du coup, moi je les capte, je vais percevoir leurs noms dans le subtil. Et c'est vrai que je suis pas forcément dans les noms qu'il y a dans les bouquins, j'ai envie de dire. Moi j'en connais certains comme Hertman. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près le seul que je connais. Hartmann, tu vois. Curie et Perret qui sont les plus connus. Et Perret, je ne le connaissais même pas. Mais en fait, moi, quand je fais ça, quand je travaille sur un lieu, ça va pas être par rapport à des cases. Je ne travaille jamais par rapport à des cases. Je vais aller voir le chemin de vie de la personne, le chemin de vie de l'habitat. Je vais aller voir les réseaux dans le subtil parce que pour moi, eux aussi, ils ont une conscience. Tout a une conscience. Et donc du coup, en fait, après, ça va être faire en sorte que ça soit juste pour chacun le travail qui va être fait. C'est-à-dire si c'est bon à un moment donné que le réseau passe un petit peu sous le lit ou soit à quelques centimètres du lit pour que ça puisse générer une épuration, mais pas forcément trop forte parce que plus ça va être dessous pile poil, plus ça va être fort. Si c'est légèrement à côté, ça peut avoir une influence, mais pas être... Et donc du coup, en fait, après, c'est un dialogue qui se fait entre chaque. En général assez rapide parce que les notions de temps ne sont pas les mêmes dans le subtil. Et puis un accord licite, un accord avec les lois qui est fait et qui va permettre à des réseaux de bouger un petit peu, que tout soit fait en accord pour tout le monde. Bon, ça a l'air simple, du coup la question suivante c'était comment on peut purifier un lieu ou le rebooster un petit peu énergétiquement parce qu'il y a quand même des lieux un peu pollués. Ouais, déjà il faut le demander. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Parce que on peut arriver dans un endroit, moi ça m'est arrivé de faire des actions dans des églises ou autres parce que c'était ma mission à ce moment-là et que du coup l'église avait pu faire une demande dans le subtil avant et que j'arrive dans l'église et je me mets à tourner sur moi-même et à parcourir des trucs et tu fais elle est folle celle-là. Mais c'est au lieu aussi d'être en accord avec cette épuration parce que s'il est rendu à un certain niveau de son chemin de vie et que vous lui faites avoir des vibrations qui sont trop hautes pour lui, et vous allez aller à l'encontre de son propre chemin de vie à lui. Il faut imaginer que lui aussi il a son libre arbitre, lui aussi il a ses apprentissages, son chemin de vie. Il ne faut pas forcer les choses, il faut toujours discuter. Toujours demander la permission. Alors on la demande au lieu ou au gardien du lieu? Alors pour moi, idéalement aux deux. D'accord. Alors tu vas nous parler du gardien, s'il te plaît. Normalement, en fait, chaque lieu a son gardien. Il existe encore quelques lieux qui n'ont pas de gardien parce que beaucoup de choses changent en ce moment et que autrefois, c'était surtout la corruption qui était la mainmise et je domine et j'influence d'une certaine manière les choses, etc. Or, en fait, vraiment, le gardien du lieu est là pour aider le lieu à comment je pourrais dire, dans les protections, dans plein de choses. Il faut imaginer que le lieu, c'est un peu comme un végétal, il va pas forcément bouger, il reste sur place, etc. Souvent, un gardien du lieu, il va avoir des jambes, il va pouvoir passer par-ci, par-là, et donc du coup, d'une certaine manière, il peut l'aider sur certaines choses. Puis c'est aussi une collaboration en fait entre les deux. Le gardien du lieu, il est là pour aider aux protections, il est là pour aider à ce que les gens soient respectueux, il est là pour faire certaines épurations s'il en a la capacité, ou faire des demandes pour avoir des épurations. C'est vraiment un partenaire avec le lieu en fait. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme nous dans notre être, on a des parties d'être qui sont là pour nous aider. Voir la vidéo sur les parties d'être. C'est un peu pour moi le même type de relation qu'il va y avoir entre un gardien des lieux et un lieu. Il est là pour aider le lieu dans son chemin. Donc des gardiens, il y en a dans nos habitats, il y en a dans nos lieux de travail, il y en a dans les magasins. Il y en a dans les magasins, comme il y en a dans un jardin, dans une forêt, par rapport à une rivière. D'accord. Souvent d'ailleurs, c'est pas forcément toute la rivière, mais par endroit. C'est pas forcément les mêmes définitions géographiques de séparation que ce que nous on définit dans la matière.
même s'il y a des choses qui sont en concordance, parce que du coup, il y a une conscience du département, et donc du coup, il y a un gardien de lieu aussi, par rapport 3-4 en général par rapport au département français. Parce que du coup, la superficie est assez grande. Ok. Bon, c'est intéressant ça, passionnant. Donc, on était sur la purification. Toi, tu parles d'épuration souvent plutôt que de purification. Ouais. Mais purifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire dégager. Souvent, on utilise la sauge. Alors, ça faisait partie de mes petites questions. Est-ce que ça sert? Il y a quelque chose d'utiliser de la sauge quand on est dans une pièce où on veut justement purifier, nettoyer un petit peu toutes les énergies qu'on sentirait pas. Ça va nettoyer certaines choses. Ça va pas tout nettoyer. Par exemple, si on a des mémoires dans les murs, ça va pas les nettoyer. Ça va par contre virer les énergies qu'ils ont dégagées à un moment donné, etc. Mais n'ayant pas, j'ai envie de dire, purifié la partie épurée, s'il y a vraiment dans les murs directement, ça va continuer en fin de compte à soindre, tu vois, à dégager quelque chose, et ça va continuer régulièrement à imprégner du coup l'atmosphère générale. Si on veut vraiment enlever, c'est bien la sauge, mais c'est temporaire. Oui, ça reste en surface en fait. Voilà. Et il faut enlever la mémoire des murs dans ce cas. D'accord. La mémoire des murs, c'est compliqué à dire comment on peut l'enlever comme ça, parce que pour moi aujourd'hui, je pourrais pas donner en fait par rapport à tout ce qui est épuration une manière simple de le faire, parce que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais dit c'est simple, il suffit d'envoyer telle énergie ou de prendre son pendule et de faire ci, ça. Mais en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai vu une complexité en fin de compte des choses, comme chaque élément a sa conscience, etc. Et du coup, pour moi, la mémoire des murs aujourd'hui va être par rapport des êtres éventuellement qui sont imprégnés comme les miasmes. Ça peut être des colères ou autres, et là qui est plus un sentiment, et c'est pas du coup la même énergie qui va me servir à nettoyer l'un et l'autre. Et donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de dire comment faire l'épuration comme ça. Éventuellement, ça peut être en accord avec l'habitat. De dire, l'habitat, si tu es en accord, on peut faire une demande en justice et demander l'épuration. D'accord. Ça, c'est possible. Ça peut être... ce serait compliqué en vidéo de décrire quelque chose, parce que là, il faudrait arriver sur des niveaux d'apprentissage énergétique 3 à 4 dans le subtil pour que je puisse donner quelque chose en langage sacré, vraiment pour expliquer comment le faire. Et moi, l'expliquer en mot français, j'aurais de plus en plus de mal à faire ce genre de choses. J'ai besoin d'expliquer la complexité, et ça se fait qu'en langage sacré pour moi, au final. Okay. Bon. Alors, là, on a parlé des lieux un peu bas vibratoirement, les lieux pollués, les mémoires. Il y a des lieux où ça vibre haut, quand même. Il y en a un certain nombre. Ceux qu'on appelle les lieux sacrés, etc. Oui, alors tous les lieux sacrés ne vibrent pas haut. Ah, zut. Il y a des lieux qu'on va dire sacrés parce qu'il y a eu un temple, etc. et tout, ça peut être pollué depuis et ça ne va pas forcément vibrer haut. Donc tous les lieux dits sacrés ne vont pas, en tout cas dans la matière, ne vont pas vibrer haut. Et puis ça dépend qui est-ce qui nomme ce lieu sacré aussi. J'ai envie de dire, c'est comme tout, il faut toujours vérifier l'information et tout dans le subtil en fin de compte. Parce que, je sais pas, une présence vient vous voir et vous dit ce lieu est sacré, mais cette présence elle n'a pas une bonne intention, et ben peut-être qu'elle va vous donner une information qui est faussée. Donc après ça dépend aussi de qui est-ce qui dit que le lieu est sacré. Tout à fait. Donc c'est compliqué à partir de là. Après si dans le subtil il est vraiment reconnu comme sacré sur des... en fait il y a tout un réseau qui peut le dire, qui se nomme Hoha dans le subtil. Donc il suffit de faire, pour y accéder, pour les parties de lettres, donc là ça leur permet de savoir où aller voir dans le subtil pour avoir l'information si un lieu en fin de compte donné il est sacré ou pas. Mais ouais, il faut toujours vérifier l'information. S'il est sacré, il va avoir une certaine vibration. Et encore là, il y a plusieurs niveaux de sacré. Bon. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un lieu haut vibratoirement selon Sur toi? Urantia ? Oui. Oui, de préférence. Ce sera plus simple pour nous. Le Mont Saint-Michel. Ah, Par exemple, Mont Saint-Michel.
Très Il a bien. donné son autorisation pour le dire. Ok. Et c'est que moi, je dois vérifier que j'ai le droit de le dire, etc. Parce Mm. que beaucoup de lieux dits sacrés sur Laurentian ne veulent pas forcément qu'on les nomme. Mont-Saint-Michel, il assume pleinement d'être un lieu sacré et il assume qu'il fait ses demandes en justice aujourd'hui, qu'il en a marre de faire des demandes en justice, mais qu'il les fera jusqu'au bout. Ok. Bon, bah, ouais. Bah, merci à lui d'avoir Oui, autorisé. merci, oui, parce qu'on l'aime beaucoup. Donc, très bien. On va parler un petit peu de géobiologie. J'ai écouté une vidéo il n'y a pas longtemps d'un géobiologue qui explique lui comment il travaille. Et je voudrais ton avis par rapport à ça. Lui, il pose des menhirs, des petits menhirs, hein, pas des trucs de 3 mètres de haut, mais des petits menhirs à certains endroits évidemment qu'il a choisis, qu'il a détectés sur des terrains pour redonner de l'énergie au lieu. Est-ce que ça te parle, ça, cette technique? Pour moi, je peux pas dire qu'elle est complètement à proscrire. Je la sens pas juste dans une majorité de cas. Alors je ne sais pas s'il le fait tout le temps ou quoi que ce soit, et peut-être que étant spécialisé dedans, il va être de vraiment attiré en fin de compte dans ses missions, aller sur ceux qui le demandent, hein, c'est possible aussi. Hein. Je veux pas critiquer quoi que ce soit ou autre, dans mon ressenti là, tel que tu me le décris, c'est une technique qui est vraiment à utiliser en parcimonie et que dans des cas très particuliers de terrain. Et que il faut l'autorisation du lieu, il faut l'autorisation de la pierre qui va servir de menhir, parce que c'est un chemin de vie très particulier, très dur pour une pierre. Il faut l'autorisation des courants qui sont dans le sous-sol. Il y a plein de choses à voir. Après, si c'est dans son chemin de vie à lui de le faire, pourquoi pas? Parce qu'il va en fin de compte être attiré vers les lieux où il faut faire ce genre de choses. Après, moi personnellement, j'ai pas l'impression que je serai amenée à faire ce genre de travail. Peut-être que si, un jour, hein, je peux pas le proscrire, mais j'ai pas l'impression que ça fait partie de mes missions d'apporter une épuration ou une harmonie à un lieu à travers une technique comme celle-ci. Mais ça demande beaucoup d'autorisation dans le subtil. Oui. Parce que, comme je dis, le terrain doit être d'accord, la pierre doit être d'accord, les courants, alors je suis désolée, je connais pas les noms urantiens pour ça, mais Haro, Shiho, Koho, Toho et Paro, ils doivent tous, en fin de compte, être en accord avec l'implantation du menhir. Ok. Parce que ça va les impacter eux aussi. Et ça peut les détourner s'il y a une pierre qui sert de menhir qui n'est pas posée au même endroit. Et normalement, quand on pose un menhir quelque part, il y a toute une cérémonie qui se fait idéalement dans la matière, mais aussi dans le subtil. Parce que c'est un élément sacré. Bon, il n'a pas expliqué tout ça, mais Mais moi, je vous dis mon ressenti. Oui, tout à fait. Moi, je trouvais intéressante quand même cette façon de procéder. Après, avec les réserves que tu émets. En tout cas, je pense que cette pratique-là, qu'il appelle géoponcture, risque de se développer. C'est possible. Après, pour moi, c'est pas quelque chose à beaucoup utiliser. Donc, d'une certaine manière, moi, dans mon ressenti là, mon être, il espère que ça va pas trop se développer non plus. D'accord. Ok. Parce que ça pourrait créer des déséquilibres après. Après, c'est mon ressenti. Alors justement, en parlant d'équilibre, j'avais découvert il y a quelques années que déplacer une pierre qui est à un certain endroit, ça pouvait aussi créer un déséquilibre. Et qu'il fallait effectivement déjà demander à la pierre. Souvent, on va avoir l'intuition de déplacer une pierre ou autre. Dans ce cas-là, le dialogue a déjà été fait dans le subtil et ça peut être la pierre qui est demandée à ce que ça soit déplacé. Souvent, ça va fonctionner comme ça. Mais parce qu'on ne passe pas son temps dans la matière à dire je ressens qu'il faut que je te déplace. Est-ce que tu veux bien que je te déplace? Oui, non. C'est bien de vérifier de temps en temps quand on le sent moyen, mais normalement quand on est vraiment dans cette intention, dans le respect de tout, on va sentir quand il y a un blocage et quand quelque chose qui n'est pas juste. Quand on a l'habitude vraiment de s'interroger, d'avancer sur cette voie-là, c'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Après, on a le moindre doute ou autre, poser la question. C'est bien toi qui demande à être déplacé là-bas, est-ce que j'ai vraiment l'autorisation de te déplacer? Ça peut être très rapide quand on a l'habitude de son oui ou son non de poser la question aussi. Ça m'arrive encore de le faire des fois quand je suis fatiguée ou autre, je repose des questions. Mais oui, parce que
C'est comme si nous, on était, je sais pas, on avait plus, nos pieds étaient malades, on ne pourrait plus bouger, t'es sur une chaise qui est pas roulante, il dit ah ouais non mais là tu me gênes, là je vais mettre tabac. Bah oui mais moi j'étais en train de regarder ça, je sais faire ça, je peux plus là. Ouais, c'est exactement ça en fait. Ok. Bon, une dernière petite question pour la route. Alors, j'ai entendu récemment que Bali, l'île de Bali, serait le chakra du cœur de la planète. Ouais, quand tu me dis, j'ai un nom direct. D'accord. Mais est-ce que c'est un lieu particulier quand même, Bali? Pas vraiment. Ok. Enfin, moi, je te dis les réponses telles que je les ai. Hein. Je ne veux pas juger qui que ce soit. Moi, c'est les réponses que j'ai pas vraiment. Okay. Après, oui, Urantia, elle a des différents chakras que je nommerai pas pour des questions de sécurité pour elle. Parce que c'est des lieux où il y a beaucoup d'échanges énergétiques et que du coup peut amener des fois des épurations beaucoup plus importantes et des pollutions plus faciles d'une certaine manière. Donc du coup, elle les communique pas. Mais elle a un chakra du cœur? Oui, après je suis pas sûre que je le nommerai vraiment de cette manière-là. Mais oui, mais je dirais pas où c'est, je dirais pas si c'est en surface de la Terre ou ailleurs, ou je dirais aucune information. J'aurais essayé. Ok. Bon, bah, c'est un sujet extrêmement riche, intéressant, passionnant. Je pense qu'on aura plusieurs vidéos sur les lieux parce que c'est intéressant. On en fera peut-être même une playlist spéciale lieux. Donc si vous avez des idées effectivement sur ce sujet-là, on est preneuse et puis on essaiera d'y répondre, surtout Patricia. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et puis merci au lieu qui nous a accueillis, on est pas mal ici. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt, au revoir.